Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estep-Guimauche, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, je reçois Lucille Batrin. Bonjour Lucille. Bonjour Corinne. Lucille, tu es fondatrice de Juners. Tu aides au quotidien des entreprises à gérer les enjeux de la parentalité. Tu es aussi conférencière sur ce sujet et sur l'équilibre vie privée, vie pro. Notre sujet du jour, la parentalité, donc ça tombe bien, réussir la reprise et préserver sa santé mentale. Autrement dit, comment passer l'étape couche biberon à réunion costume sans passer par la case réunion biberon. Ce live est d'ailleurs spécialement enfin dédicacé plutôt à l'un des membres de notre équipe de Plume Biz. Petit clin d'œil au passage à Julien. Alors, devenir parent est l'une des aventures les plus merveilleuses. Enfin, en principe. Pour autant, les démarrages d'une vie de parent ne sont pas toujours simples et on peut vite perdre la tête ou tout au moins son calme. Le rythme change, les habitudes sont bouleversées, les priorités également. Ceci est valable quand on passe de 2 à 3, mais aussi dans le cadre d'une famille qui s'agrandit, voire qui se recompose. Autant dire que tout le quotidien est mis cul par-dessus tête. Et donc, pour ne pas finir dans cette position et se faire des nœuds au cerveau, Lucille, eh ben, tu vas nous remettre les pieds sur terre. On va essayer en tout cas. Tu vas essayer. Ah, Lucille, comment se préparer ou comment préparer sa rentrée professionnelle en tant que maman comme en tant que papa après l'arrivée de bébé? Merci Corinne pour cette introduction, merci pour l'invitation. Alors comment préparer sa reprise? L'idée c'est déjà de la préparer avant de partir, de ne pas laisser, tous les dossiers ouverts et tout le bazar sur votre bureau ou en tout cas sur votre poste de travail et vraiment d'anticiper votre départ, donc de prendre du temps, que ce soit dans votre coin pour vous organiser, poser les grands axes, les grandes, prochaines étapes, et cetera. Mais aussi avec votre équipe, voir comment ça va s'organiser en interne, qui va prendre le relais sur quel sujet. Voir avec, votre ou oui, votre remplaçant ou remplaçante, si vous avez la chance d'être remplacé sur cette période, pour, lui donner les prochains objectifs, les prochains sujets, les grandes deadlines, et puis expliquer vos orientations et ce que vous auriez imaginé faire pour que les décisions, aillent dans le sens que vous souhaitez. Et évidemment, ça se prépare avec son manager et ses ressources humaines, et c'est des points très importants à faire en amont. C'est vraiment une co-responsabilité. On peut, très facilement dire: «Oui, notre entreprise ne fait rien pour, la parentalité». Mais si nous aussi, on n'est pas acteurs de son départ et de sa reprise, pour moi, c'est vraiment, on est vraiment 2 dans l'histoire, enfin même beaucoup plus, mais en tout cas, il y a vraiment 2 parties. Donc du coup, je dois préparer et je dois, voir mon manager et mes RH pour anticiper le maximum de choses et faire en sorte que mon absence se passe le mieux. Personne n'est vraiment indispensable. J'ai tendance à dire à des amis qui veulent s'arrêter, qui sont pas bien: «En fait, l'entreprise va continuer de tourner», mais c'est vrai que c'est quand même plus simple si on a un peu préparé son départ. Il est aussi important de connaître ses droits et du coup, on a le droit de prendre plus que le délai légal, du congé, maternité qui est quand même assez court et idem pour le congé paternité. Ça s'appelle le congé parental, c'est un droit, donc c'est pas toujours bien perçu au niveau des entreprises. Mais du coup, ça peut être, intéressant de connaître ses droits pour justement, parce que les RH sont pas toujours, hyper au fait, surtout que la législation elle bouge quand même, pas mal en ce moment. Donc chacun son curseur, il y a pas de bonne ou de mauvaise solution. On l'a déjà évoqué dans un live, mais du coup, si j'ai pas envie de reprendre, faire en sorte que ça se passe bien dans ma boîte et que je puisse prendre le temps,
qu'il faut avec mon enfant. Si j'ai envie de reprendre, bah, je reprends, mais en fait, voilà, chacun doit être aligné avec ses choix. Et une petite reco pour, la reprise, c'est y aller en douceur. Moi, les mamans que j'ai accompagnées en individuel, je trouve ça hyper hard de passer de 0 de boulot à 100. Et si c'est possible, en tout cas financièrement, parce que légalement c'est possible, de faire quelque chose par étapes. Alors ça peut être un mi-temps sur un temps court et puis après un 80 et puis pour finir par un 100. Parce que vraiment, c'est compliqué de reprendre le rythme, la fatigue, au bout de 3 mois, on n'est clairement pas remise de notre accouchement, physiquement et puis les nuits sont assez courtes. Du coup, je pense qu'il faut, beaucoup de douceur envers nous et puis, que l'entourage soit présent. Alors, il n'est pas rare que l'employé soit stressé. En tout cas, moi, c'était mon cas il y a une vingtaine d'années, à l'idée d'annoncer, ne serait-ce qu'à l'idée d'annoncer à son manager, ou au dirigeant ou au RH, la grossesse ou la prise de congé paternité, voire de demander un congé parental, comme tu le disais. C'est pas toujours bien vu. Il y a quand même une espèce d'épée Damoclès qui provoque un stress, en tout cas chez certaines personnes. Comment faire en sorte que cette étape ne soit pas vecteur d'angoisse? Parce que c'est tout à fait inapproprié d'être angoissé à l'idée d'annoncer quelque chose de magique, Une de bonne très nouvelle. beau. Comment dédramatiser cette situation? Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles, mais la première c'est de se dire que, bah, en fait, comme tu disais, c'est une bonne nouvelle et en fait, si c'est pas accueilli, comme une bonne nouvelle, pour moi, il y a déjà un conflit. Alors, est-ce qu'il a surgi à ce moment-là ou est-ce que vous aviez des red flags bien avant, comme on dit, qui vous ont montré qu'il y avait pas forcément, une vraie bienveillance? Parce que c'est facile, hein, de d'afficher une bienveillance, mais, c'est aussi un peu plus compliqué de la mettre en œuvre. Du coup, je pense que si ça clash et si les phrases sont dures ou en tout cas que c'est mal reçu, pour moi, c'est vraiment un red flag et pour le coup, ça peut pas bien se passer à votre tour, en fait. Parce que forcément, être parent veut dire que vous ne serez pas le même au travail. Ça veut pas dire que vous ferez pas vos objectifs. Ça veut pas dire que vous serez pas performant. Ça veut pas dire que vous serez pas rentable, mais en tout cas, vous ne serez plus la même personne. Et tout particulièrement pour les femmes. Du coup, je pense quand même que si vous avez ce genre de remarques ou de comportements déplacés, c'est un peu comme les violences sexuelles et sexistes. En fait, c'est un no-go, quoi. Et en fait, là, du coup, je pense qu'il faut soit remonter au niveau des managers, au-dessus, soit remonter au niveau des RH et puis dire: «Next», enfin, vous avez du talent et vous irez sûrement, trouver bien mieux ailleurs. Parce qu'après, il faut s'imaginer que vous allez devoir partir quand votre gosse va être malade, vous allez devoir partir quand il y aura une maîtresse absente, que vous allez devoir partir parce que vous avez un rendez-vous médical et du coup, vous allez être confronté à plein de choses, plein d'aléas de la vie. Du coup, il est important que ce soit fluide et comme on l'a évoqué dans un autre épisode, l'idée c'est de en fait, si je demande pas à mon manager, si je ne suis pas dans l'explication, dans l'organisation, dans l'anticipation de: «OK, je vais partir, mais je vais revenir, entre-temps, il va se passer ça, 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 j'ai prévu, j'ai anticipé, j'ai organisé», pour qu'en fait, oui, ça ait le moins d'impact possible sur l'équipe et sur l'entreprise. Hem, du coup, ce qui est important, c'est, je demande pour, essayer d'avoir ce que je souhaite et puis d'être organisé, quoi. On montre qu'on a réfléchi à la passation, à l'organisation des dossiers, vraiment dans une logique de co-construction de ce départ et de votre absence. Mmh. Donc c'est vraiment, absolument crucial de s'organiser en amont, pour que tout se passe le mieux possible. Néanmoins, le retour peut être lui aussi synonyme de difficulté avec une culpabilité cumulée parce qu'on laisse l'enfant finalement, crèche, nounou, parents, beaux-parents, peu importe, ou conjoint, hein, les situations peuvent être vraiment très, très variées, mais ce retour au monde actif peut être vecteur, là aussi, d'angoisse. Heu, Qu'est-ce que tu conseilles? Mais c'est un peu ce que je disais, succinctement, au préalable, c'est la douceur. En fait, je pense qu'il faut, vous venez de faire, en tout cas pour les personnes qui ont porté les enfants, vous venez de faire le plus gros effort de votre vie, vous avez conçu une vie, enfin, je sais pas, quand on se pose juste 5 minutes,
Ce gros ventre rond, c'est pas juste un gros ventre qui fait mal au dos, c'est vraiment, le nid d'une vie, en fait. Vous avez créé la vie. Enfin, moi, des fois, je me pose et je me dis, devant des copines qui sont enceintes, en fait, tu es en train de créer la vie, donc faut pas qu'on t'en demande trop à côté non plus parce que, bah, en fait, voilà quand même. Tu es quand même pas en train de faire un truc anodin et donc à la reprise, c'est pareil, de la douceur, votre corps a besoin de se remettre, votre corps a besoin de temps. Du coup, il y a de plus en plus de boîtes, notamment les laboratoires Expansience, qui mettent en place des retours en douceur justement où les gens reprennent pendant X mois, à 80 et sont payés quand même 100. Donc ce qui permet d'éviter, tout ce qui est inégalité femmes-hommes qui sont quand même, très marquées, autour des sujets de la parentalité. Et du coup, comme je disais, on est un peu moins angoissé quand on l'a préparé avant, son retour. Même si, on l'évoquait, en préambule de ce live, on ne sait pas quel parent on va devenir. On a beau avoir préparé, regardé 1000 conférences, écouté 1000 pros, lu 300 bouquins, on ne sait pas vraiment quelle mère ou quel père on va être et du coup, on ne sait pas quel salarié va revenir, en fait. Mais bon, en tout cas, plus on l'a préparé avant, plus c'est facile de revenir et je pense que ça peut aussi être intéressant d'amener cette douceur à la reprise en, bah, peut-être en revoyant son équipe avant la reprise, en faisant une petite réunion avec eux avant la reprise, ou peut-être même en visio, mais en tout cas se remettre dans le bain progressivement, se faire des petits updates avec son manager pour y aller tranquillement et se dire qu'une reprise, c'est pas: «Je reviens de vacances, j'étais 3 semaines en vacances et je reviens». En fait, une reprise, c'est vraiment un re-onboarding et ça, c'est un sujet au niveau manager et au niveau RH qui doit vraiment être pensé comme ça. C'est en fait, quand on accueille un parent qui est parti pour un congé, tout particulièrement les mères qui partent, presque 3 mois, mais j'ai envie de dire aussi les papas, c'est vraiment un re-onboarding. Bah, en fait, on n'a pas la même personne, donc voilà, il y a plein de choses qui doivent se refaire, qui doivent prendre du temps et on n'est pas, le dimanche avec notre bébé et le lundi, à fond les ballons sur notre poste, comme, il y a 3 mois, en fait. C'est pas possible. Donc voilà, de la douceur, de la De la douceur. douceur. Alors le retour au bureau, hein, ou à la vie active, comme tu l'as dit, se prépare, très, très en amont, avant même le départ en congé maternité, paternité et donc l'arrivée du nouveau-né ou de l'enfant adopté. Comment l'entreprise peut accompagner, ses employés durant tout le processus? Je pense qu'il est vraiment important que les RH se saisissent de ces sujets pour, éviter le taux, alors j'ai plus le chiffre en tête, c'est dommage, de mamans qui décrochent en fait. De mamans qui reviennent au boulot et qui finalement lâchent parce qu'en fait c'est plus du tout corrélé à ce qu'elles veulent. Elles sont pas écoutées, elles sont pas entendues et justement il y a pas du tout de douceur et de bienveillance, donc du coup, elles s'en vont. Ce qui pose des soucis parce que si vos talents s'en vont, si vos cadres s'en vont, pour être dans les quotas, notamment par rapport à la loi Rexin qui demande à ce qu'il y ait un quota de femmes dans les CODIR, bah, vous allez plus en avoir des femmes. Donc il est vraiment, vraiment, vraiment essentiel que les RH se saisissent de ça et mettent en place des programmes d'accompagnement, pour préparer les départs. Parce que ça bah, tout le monde n'est pas forcément, organisé, et donc a besoin parfois d'être un peu coaché. Et que ce coaching, ce soit vraiment un fil rouge avant, pendant le congé mat et après. Et surtout, former en fait toutes les strates de l'entreprise parce que si on a une volonté des RH, les salariés qui ont une demande, mais que tout le middle management n'est pas formé, bah, clairement ça sert à rien en fait. C'est un désolée de l'expression, mais c'est un peu comme pisser dans un violon. Du coup, il faut former les managers. Il faut que vos managers, si ce sont des parents, d'il y a 20, 30 ans, bah, ils soient confrontés aux enjeux d'aujourd'hui de la parentalité. Il y a des choses qui ont pas changé, mais il y a quand même des choses qui ont changé et il faut que les gens qui ne sont pas parents comprennent ce que c'est d'être parent et les impacts que ça a sur la vie. Ça veut pas dire qu'on fait des différences, mais en fait, je suis plus pour l'équité que pour l'égalité. Si je mets la même chaise à mes enfants à table, ma fille va se retrouver beaucoup trop basse et mon grand beaucoup trop haut. En fait, donc ils ont tous une chaise adaptée à leur taille et comme ça, ils peuvent tous manger avec la meilleure position possible et c'est un peu ça qu'on fait aux collaborateurs, c'est pour moi un traitement, équitable. C'est on leur apporte ce dont ils ont besoin et qu'on soit parent ou pas parent, je pense qu'il y a d'autres sujets pour les collaborateurs non parents. En tout cas, il faut former tout le monde, accompagner et mettre en place des programmes qui vont, voilà, suivre un peu toute la vie du parent
Parce qu'en fait, être parent, c'est se poser 10 000 questions à la seconde et on a besoin d'être accompagné, surtout dans ces moments de fragilité. Tu l'as évoqué, tu l'as évoqué, tu as effleuré le sujet. Comment lutter contre les situations de discrimination qui peuvent arriver entre les parents et les non-parents? Tout à l'heure, tu parlais hommes-femmes par rapport à la rémunération au salaire, euh, sur les traitements également des personnels. Finalement, comment lutter ou comment maîtriser finalement ces risques de discrimination? Alors déjà, je pense que la base, c'est de connaître ses droits. C'est un peu comme, comprendre, le cerveau de son enfant. Ça devrait être un module indispensable avant de devenir parent, pour comprendre ce qui se passe lors des crises et cetera. Bah, là, en entreprise, pour le coup, connaître ses droits. Je parlais tout à l'heure du congé parental, c'est un droit, en fait. Ça ne peut pas être refusé jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc en fait, c'est comme ça, c'est la loi, en fait. C'est comme le congé maternité ou comme le congé paternité. Malheureusement, l'obligation sur le congé paternité n'est que de 8 jours, je crois, ou 10 jours. Hem, mais en fait, c'est un droit et à un moment donné, il faut que les entreprises comprennent qu'elles ont tout intérêt à accepter que ça se passe comme ça. Donc on s'informe et ensuite il y a quand même des instances qui sont là. Alors si les RH, sont tout aussi malveillants que la personne qui a fait la discrimination, peut-être se plonger, au niveau du CSE, donc le comité social et économique, voire même une avocate spécialiste en droit social qui pourrait vous accompagner. On a quasiment tous des aides juridiques qui peuvent être là à ce moment-là, avec votre banque, avec votre carte bleue ou avec votre assurance maison. Du coup, c'est important et se dire aussi, ne pas laisser passer. J'ai des mamans qui m'ont dit: «Bah, moi, j'ai allaité dans les toilettes pendant des mois et mois, alors que normalement il y aurait dû y avoir un local», et en fait, c'est pas OK et si vous le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants, pour que ça bouge parce que si chacun dit: «Bon, bah, moi je fais pas», bah, c'est un peu comme les anciennes générations qui disent: «Bah, non, je vais pas faire, de l'écologie maintenant, hein, je suis trop vieux, je vais mourir, hein, vous débrouillez». Bah, non, en fait, si on réfléchit comme ça, on va déjà qu'on va dans le mur, bah, on va y aller encore plus vite. Donc du coup, agissons chacun à notre niveau, un petit peu comme, l'histoire du colibri. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil et à acheter ce livre à vos enfants et dénoncer quand c'est nécessaire. Enfin, je veux dire, il faut remonter ces sujets, plus haut quand ça allait trop loin et c'est important de se protéger et je pense qu'il y en a des cas, il y en a vraiment, on en voit beaucoup, mais c'est en train de bouger et justement il faut, parfois, vous avez une entreprise qui a envie des RH qui ont envie de faire des choses et puis, en fait, des managers en dessous qui sont pas formés, qui comprennent pas le pourquoi du comment, soit parce qu'ils sont pas concernés, soit parce que c'était il y a longtemps la parentalité pour eux et du coup, c'est important de pas laisser ces électrons libres un peu négatifs, venir détruire tout ce que les RH ou tout ce que la direction aurait pu, vouloir mettre en place. Donc du coup, on connaît ses droits, on se fait accompagner et on dénonce quand c'est nécessaire pour que la société bouge. Je suis la première à, sur mes réseaux, parler de violences, sexuelles et sexistes, de parler des problèmes autour de l'inceste, des problèmes de le fait que la Ciivise soit fermée. En fait, on a besoin de choses, qui secouent un peu les murs parce que parfois c'est un petit peu lent partout et il y a des choses qui sont pas OK. Merci Lucille. Alors pour conclure, quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs, dirigeants ou RH, pour garantir un retour serein à leurs salariés parents ou de nouveaux parents ou anciens parents? Et que dirais-tu aux parents pour vivre sereinement ce moment? Alors, pour les RH, je pense qu'il faut vraiment qu'ils comprennent, l'intérêt et comme on disait, hein, au préalable, hein, une entreprise doit être performante et ça s'entend. Mais en fait, il faut comprendre qu'investir dans la parentalité, c'est, une affaire rentable au final. C'est retenir ses talents, c'est attirer des talents, c'est, du bien-être et de la productivité. C'est des absences qui diminuent, donc vraiment, en plus de répondre à des enjeux sociétaux et à des enjeux de marque employeur, on est vraiment gagnant quand on investit sur les sujets de la parentalité. Il suffit de se plonger dans quelques études pour voir que vraiment ça a un impact. Et puis pour les 2, que ce soit les parents, les dirigeants ou les RH, les 3 même, c'est se faire accompagner pour avancer vraiment, pas à pas dans la mise en œuvre de la politique, parentale globale. On l'a déjà dit, mais mettre en place une politique parentalité, c'est pas tout changer d'un coup et dépenser des millions. Ça peut se faire vraiment pas à pas. Ça peut se faire,
par petites actions. Voilà, on peut avoir un objectif, en haut de la montagne, à X années, mais on peut aussi découper ça en petits escaliers et se dire: «Bah, là, je vais faire ça. C'est pas parfait, mais déjà j'ai avancé, déjà j'ai contribué à quelque chose et puis l'année prochaine je ferai ça et l'année prochaine je ferai ça». Et du coup, c'est pour ça que Junior est là, c'est de se dire, on arrive avec les RH, en fonction des besoins de leurs collaborateurs et en fonction de leur stratégie et de leur vision, à construire quelque chose qui va venir se déployer avec du temps, sans forcément que ça coûte, trop cher parce qu'on a quand même actuellement des sujets autour, des économies. Et je pense que c'est important de répondre aux enjeux des collaborateurs et à la stratégie et de pouvoir mêler les 2 avec quelque chose qui est logique et qui est, étape par étape. De plus, pour terminer, l'avantage de pas mener ça tout seul dans son coin, c'est que les RH sont pas forcément, formés sur ces sujets-là, au fait des acteurs qui sont sur, le marché. Et j'ai eu l'exemple chez un client qui avait quasiment, fini sa semaine de la parentalité, enfin le programme, qui me dit: «Ah c'est bon, c'est terminé», et en fait à la fin je dis: «Mais ils ont quel âge les enfants de vos collaborateurs? Parce que là vous êtes sur une cible 0-5 ans, mais il y a sûrement des plus grands», et en fait il s'avère que 70 des enfants avaient plus que 5 ans. Donc du coup il était en train de faire une semaine de la parentalité très axée 0-5 parce que, bah, dans sa tête être parent c'était 0-5. Et en fait, je lui ai ouvert les yeux, je dis: «Bah, en fait, non, être parent d'ado, comme on a vu précédemment, c'est aussi une galère». Du coup, ils ont aussi besoin d'aide, et pour l'anecdote, on a donc changé son programme, on a mis des ateliers pour les ados et c'est ceux qui ont été remplis le plus vite et qu'on a dû dupliquer. Donc c'est pour ça que c'est pas anodin, de se faire accompagner pour justement gagner du temps et faire les choses correctement. Oui, bien sûr, hein, enfin, moi, je suis convaincue par tout ce que tu dis. Le rôle des RH, en dehors d'être dans un très grand groupe où on peut avoir des experts de multiples sujets RH, que ce soit dans des ETI, dans des PME, et même dans certains groupes, et qui plus est encore plus dans les TPE, euh, enfin, la parentalité, comme tous les sujets RH, c'est un sujet à part entière qui touche à la fois au juridique, à la fois à l'organisation, à la fois au management. Enfin, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas être expert de ce sujet-là et on ne peut pas l'inventer. On ne peut pas l'inventer. Donc, en effet, en dehors de faire appel à des professionnels de ce sujet, si on veut, et encore faut-il vouloir, bien faire pour traiter ce challenge finalement, à la fois pour les employés et puis pour l'entreprise, pour le Oui, dirigeant lui-même. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup, merci à toi Lucille merci pour toutes Frédéric. ces informations, c'est très très riche. Encore une fois, merci pour ton expertise et tous les conseils que tu peux nous donner. Notre live se termine. Merci à chacun d'entre vous d'avoir partagé ce moment, cet échange avec Lucille sur la parentalité. Nous avons noté vos questions, nous vous répondrons dans la foulée ou dans les prochains jours. Ne manquez pas nos prochains rendez-vous. Les live Bibuzz, c'est tous les mardis à 10h30 sur LinkedIn. Si vous n'avez pas pu vous connecter à nos derniers Bibuzz, n'hésitez pas à les retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également consulter notre blog Plume Biz, qui est à disposition avec une multitude de contenus sur la parentalité et sur des sujets très très vastes autour des RH, de la communication RH ou de la RSE. En attendant de vous retrouver prochainement et de retrouver Lucille avec grand plaisir pour un prochain live Bibuzz, prenez soin de vous, profitez de la vie, profitez de votre famille et à très vite. Au revoir.